Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Bourse au Focus, l'émission consacrée aux produits et services proposés par Boursorama Banque. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Arthur Tondou, gérant allocataire chez Oddo BHF Asset Management. Bonjour Arthur. Bonjour Laurent. Alors on se retrouve pour ce premier point de rentrée pour justement un petit bilan sur le CEFP. On s'était vu en début d'année et à l'occasion du Bourse Live d'ailleurs. On va pas refaire toute l'histoire mais plutôt s'intéresser à l'actualité récente, Arthur, pour ce point de rentrée, justement, au sortir d'un été qui, on peut le dire, a finalement été plutôt calme sur les marchés. Le point d'orgue de cette période estivale, il s'est joué entre fin juillet et début août avec les publications de résultats d'entreprises. J'ai envie de vous entendre là-dessus. Quel bilan on peut en faire ? On a vu grosso modo que c'était plutôt en ligne avec quand même des déceptions quand elles arrivaient qui se payaient cher. Alors effectivement, les déceptions coûtent cher, comme à chaque fois, mais cette fois-ci particulièrement. Mais dans l'ensemble, la saison des résultats, elle est globalement satisfaisante, on va dire. Même si les bénéfices par action sont en léger recul sur un an glissant, on parle de l'ordre de 5-6% en fonction des indices que l'on regarde. Néanmoins, il y a un effet surprise qui est plutôt positif parce que le consensus s'attendait à des chiffres un petit peu en deçà de ce que l'on a vu. Si on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en termes de contribution, les financières ont plutôt bien publié, donc avec des résultats qui augmentent sur un an glissant. Et à l'inverse, les sociétés de l'énergie, du secteur des matières premières sont en recul, mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y a un an, c'était une toute autre l'explosion pour ces secteurs-là. Et on a aussi un secteur immobilier qui est un peu à la peine, mais ici c'est plutôt un effet taux d'intérêt qui impacte le secteur. Deuxième chose qu'il faut regarder, c'est également les perspectives. Et là, c'est plutôt rassurant parce qu'en fait, il n'y a pas eu de révision à la baisse avec cette phase de résultats. Et donc ça, c'est un élément qui a plutôt bien été accueilli par les marchés. Si on se projette sur la partie outre-Atlantique, aux États-Unis, la photo dans l'ensemble est à peu près la même. Des résultats qui baissent légèrement, mais un effet surprise qui là aussi est positif. Peu de révisions, ça c'est un élément aussi rassurant, et des marges qui tiennent malgré tout. Donc elles reculent parce qu'elles étaient sur des niveaux exceptionnels, mais elles restent malgré tout élevées, et ça c'est un élément qui a été apprécié par les investisseurs. Bon, bilan prudent, mais quand même globalement positif quand je vous écoute, Arthur. Comment on amorce cette seconde partie de l'année des deux côtés de l'Atlantique ? Il y a quand même un élément de cette rentrée, c'est ce taux à 10 ans américain qui est au plus haut depuis 2007, en tout cas c'était le cas récemment. On a des marchés actions qui restent chers mais qui se tiennent bien, et puis une économie américaine résiliente. En Europe, bon, ça a l'air un petit peu plus compliqué quand même. Alors effectivement, l'économie américaine, elle est extrêmement solide. On ne s'attendait pas forcément à ça. La croissance tient. Pourquoi ? Parce que la consommation est toujours au rendez-vous. Les Américains dépensent leur excédent d'épargne et l'activité économique est toujours bien forte, orientée. bien orientée. Tout ça avec un marché de l'emploi qui est toujours dynamique, l'inflation qui reflue. Donc cette photo au premier semestre de l'économie américaine, elle est toujours plutôt bonne et plutôt solide. Après, toujours attention, parce que vous parliez du 10 ans américain qui est élevé, il y a toujours cette politique monétaire qui est extrêmement restrictive et qui, à terme, pourrait venir impacter cette activité américaine. En Europe, c'est un petit peu plus mitigé, c'est peut-être un peu plus inquiétant. On tend vers un ralentissement, notamment quand on regarde les enquêtes de PMI, qui sont des indicateurs de sentiment au niveau des entreprises. Quand on regarde le secteur manufacturier en particulier, notamment l'Allemagne, là on est sur des niveaux qui ça cale, enfin, ça peut même plus caler, ça freine. Absolument, et les secteurs des services, qui étaient un peu la locomotive sur ce début d'année, commencent eux aussi à ralentir. Donc un peu de prudence sur l'Europe et attention aux révisions des bénéfices des entreprises qui pourraient en découler. Si on regarde les marchés maintenant, aux États-Unis pour l'instant tout va bien, mais le marché est effectivement un petit peu cher. On traite 20 fois les résultats sur le S&P 500, qui est l'indice phare américain, ce qui est un peu au-delà des moyennes. Donc c'est quand même un peu cher, relatif avec l'historique. Sur l'Europe, c'est en dessous des moyennes. Mais encore une fois, il y a des raisons. Et attention à cette phase de ralentissement qui est peut-être devant nous sur la partie européenne. Ça veut dire quoi quand on est gérant allocataire ? Ça veut dire qu'on met peut-être plus d'obligataires dans les portefeuilles, on est plus sélectif sur les marchés actions. C'est un petit peu le genre de grands arbitrages que vous êtes amené à faire? Absolument. Donc un profil plus défensif de façon générale dans les portefeuilles.
On favorise toujours les obligations, notamment les obligations d'entreprise, le fameux crédit dont on a parlé dans une dernière vidéo. Ça fait depuis la fin d'année que c'est une de dernières, que c'est une de nos convictions. Il y a toujours du rendement dans ces classes d'actifs-là, et c'est notamment sur les maturités les plus courtes que l'on considère, nous, qu'il y a le meilleur rapport rendement sur risque. Sur la partie action, on est toujours exposé, mais de façon un petit peu plus prudente. On va privilégier les secteurs défensifs, notamment, qui sont moins sensibles au cycle économique. On va privilégier aussi le facteur qu'on appelle qualité, ces sociétés qui sont moins endettées, qui ont des bilans financiers un peu plus solides. Et aux États-Unis, essayer de suivre la même logique de sociétés qui sont en capacité de traverser les cycles. Donc on parle beaucoup de l'intelligence artificielle en ce moment. L'occasion de ce genre de choses et de secteurs thématiques où on essaye de s'exposer, mais encore une fois, attention aux valorisations qu'on paye pour ce type de société. Avec des cours qui ont bien progressé depuis le début de l'année. Forcément, question un peu rituelle sur ce point sur le CEFP. Comment ont réagi les différents mandats ? Alors, on a de belles performances sur ces mandats. Tous les fonds sont dans le vert, mais à l'image des marchés actions sur cette année, qui font une très belle année. J'invite tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont intéressés à regarder les performances sur le site de Boursorama qui sont à jour. Néanmoins, si on prend un peu de recul pour regarder ce qui s'est bien passé ou mal passé dans la gestion, moins bien passé dans la gestion de ces portefeuilles, le fait d'avoir cette exposition au marché obligataire et au crédit en particulier a plutôt aidé les portefeuilles. C'est une bonne contribution dans les fonds les plus défensifs sur lesquels on est assez exposé sur cette classe d'actifs-là. On était prudent depuis le début de l'année, notamment sur notre exposition action. Donc forcément, a posteriori, les actions ont quand même bien marché. Ça aurait peut-être un peu plus marché si on était plus exposé. C'est toujours facile a posteriori. Mais on était quand même largement exposé au marché européen et au marché américain, et ça a plutôt aidé les portefeuilles. Peut-être petit bémol, on avait quand même une toute petite exposition à la Chine. Ça a très bien fonctionné en début d'année. Ça patine un petit peu récemment, et c'est aussi le détracteur dans les portefeuilles qui est un peu le petit bémol dans nos expositions. Justement, transition toute trouvée, j'allais vous interroger sur la Chine. On en parlait beaucoup en début d'année comme justement une des économies, l'économie qui était capable de soutenir un petit peu la tendance en 2023, avec plutôt une économie à revers des autres, si je puis dire, qui était plutôt dans une phase d'assouplissement, de soutien. Et puis, c'est vrai que quand on regarde les indicateurs récents, ils vont plutôt pas très bien. On a même cet exemple sur le chômage des jeunes, sur lequel là on a carrément arrêté de publier la statistique. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, est susceptible d'impacter la performance des marchés sur le second semestre cette fois-ci ? Alors, comme on dit, quand la Chine éternue, c'est tout le reste du monde qui s'enrhume. Absolument, effectivement, la Chine qui souffre toujours à cause de ses promoteurs immobiliers et son secteur de l'immobilier en général. Et on le sait, la construction est une grosse composante de la croissance chinoise. On a vu Evergrande, le promoteur immobilier qui recote après 17 mois, qui a perdu 80% d'une séance. Enfin, voilà, absolument, il y a quelques jours. Les indicateurs ne sont pas bons. D'accord. Mentionné, le chômage des jeunes, les ventes au détail, la production industrielle, tous les chiffres récents ne sont pas bons. On a une phase où les analystes économistes commencent à réviser un peu à la baisse leurs attentes en termes de croissance pour la Chine. Et effectivement, toutes les économies sont un petit peu interdépendantes, ça c'est le moins de le dire, mais on pourrait avoir un effet un peu plus global. Et attention notamment, par exemple, aux sociétés européennes qui exportent beaucoup vers certains pays et dont la Chine. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Est-ce que ça va durer? Que fait notamment le gouvernement chinois? Donc, on a connu plus proactif. On ne s'attend pas pour l'instant à un plan de relance massif. C'est pourtant ce qu'espère le marché, mais on ne se dirige pas vers ça. Mais néanmoins, on commence à avoir un changement de ton dans le discours du gouvernement, et on commence à avoir des mesures un petit peu ciblées pour essayer de rassurer les investisseurs notamment, et d'essayer de relancer un peu cette machine. Bon, à suivre. Quand je vous écoute, Arthur, à contrario, on a parlé donc de la Chine, on a parlé de l'Europe, des États-Unis. Il y a des zones qui vous semblent particulièrement attrayantes en ce moment? Alors nous, récemment, on a commencé à renforcer nos expositions au marché japonais. D'accord. Il faut aller chercher la croissance là où elle est. Il y a une demande domestique qui est soutenue, qui est présente sur le Japon. Et on est sur des multiples de valorisation qui sont en moyenne avec l'historique, mais qui nous paraissent malgré tout raisonnables. D'accord. Quand on achète le Japon, on achète aussi le yen, la devise qui va avec.
Plutôt faible en ce moment. Qui est plutôt faible, absolument. Oui. On est dans une phase où la Banque centrale du Japon était extrêmement accommodante comparée aux autres banques centrales. On a eu une très forte dévaluation du yen contre les devises, et dont l'euro. Et on pense que d'un point de vue valorisation et d'un point de vue diversification, c'est intéressant de porter du yen dans les portefeuilles. Et c'est ce qu'on est en train d'implémenter dans les fonds. Voilà, un petit peu de Japon aussi dans le CEFP. Merci beaucoup pour ce point de rentrée très complet. Merci Arthur d'avoir décrypté pour nous les marchés et expliqué votre gestion dans ce contexte. Merci. Voilà, c'est fini pour ce numéro de Bourse au Focus. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.